Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle. Et ça, c'est le plus important. Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour à mes chers compères dans le studio. Salut l'équipe. Salut compère. Mais comment ça va les gars ? Mais très bien. Tranquille. Alors, pour ceux qui nous regardent, on ne te voit pas parce que c'est un écran d'ordinateur. Oui, c'est vrai devant que toi, j'ai mais- littéralement un immense écran devant ma gueule Mais à et part donc ça va. c'est très compliqué de pouvoir communiquer avec vous. Le mystérieux homme derrière l'écran. Exactement. Je vais essayer d'arranger ça pour au moins pouvoir voir vos petites belles bouilles. Roman et Lorenzo. Quoi de neuf ? Un petit mot pour les auditeurs et les auditrices, Eh comment bah, ça va ? C'est bientôt Noël. Tranquillou, je veux c'est dire. les fêtes. C'est ça. Les vacances, bah du coup, quand ça sortira, peut-être pour la plupart. Donc, du saumon et du foie gras qui arrivent. Exactement. Parce que oui, c'est la dernière émission de l'année. On peut le dire, voilà, c'est la dernière émission. Mais on va fêter ça quand même dignement avec vous. On va quand même vous proposer un super programme car aujourd'hui, on vous parle notamment de Limonov, la balade, les femmes au balcon de Noémie Merlan. On enchaînera ensuite avec leur enfant après eux. On parlera aussi de la révélation, en tout cas du gros morceau qu'est Conclave, pour ensuite enchaîner avec Grand Tour et le film d'animation Flo, une histoire d'un petit chat tout mignon qui se balade dans un univers submergé. Et en toute fin d'émission, étant donné que vous nous connaissez un peu, fin d'année, dit Noël, et donc C'est ça. on s'est dit qu'on allait vous faire une petite proposition de film de Noël. Voilà, tous ensemble, on va vous faire un petit propal, des petites recommandations de films qui vont pouvoir vous épauler pendant votre période de fête, en plus de l'ensemble des films qu'on vous propose depuis un mois entier, donc depuis le début décembre, du calendrier de l'Avent de Vidéo Club sur nos réseaux sociaux. Vous voyez, ça nous permet de vous faire un petit rappel. Suivez-nous. Suivez-nous, exactement. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour voir tous les films qu'on vous propose. Tous les jours, on vous propose un petit film du calendrier de l'Avent de la part de toute l'équipe. On y va tantôt ? Les Eh bien, on partout. y va tantôt. On commence directement avec le gros morceau, la grande sortie de la semaine. On va parler de Limonov, la balade. Eddie, Russian authors are in vogue in the U.S. right now. America's being freed, and I, Eddie, lead the march, and everyone loves me. Come on. I'm destined to be someone else. The whole world will be at my feet. I'm either getting famous or assassinated. Limonov, la balade est donc le dernier film réalisé par Kirill Serebrennikov qui nous avait réalisé il y a quelques années La femme de Tchaïkovski, mais aussi avant il avait notamment réalisé des films comme La fièvre de Petrov ou Leto. C'est donc un réalisateur russe qui d'ailleurs depuis maintenant quelques temps est interdit, se fait dégager de Russie. Il est interdit, pour lui c'est interdit de revenir en Russie pour des questions politiques, et donc c'est son film. Donc Limonov est adapté du livre d'Emmanuel Carrère, qui a du coup le même nom, Limonov. C'est un film qui a eu un tournage plus que compliqué, car au départ il était censé être réalisé en Russie pour ensuite être annulé, étant donné qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé dans l'actualité, à savoir la guerre en Ukraine, petit détail pour les Russes évidemment, qui a donc mis en pause la totalité du tournage. Kirill Serebrennikov a donc décidé de partir s'expatrier aux États-Unis et en France notamment, et il a pu continuer son projet à ce moment-là, mais en fait on était à très peu que le projet tout simplement tombe en ruine. Et pourtant, il a quand même réussi à réaliser ce film qui était donc passé à Cannes et qui a aussi fait d'une certaine manière sensation. J'ai eu du coup la chance de le voir. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Quel retour je peux vous faire sur le dernier film de ce réalisateur Serebrennikov, qui est peut-être probablement un des réalisateurs les plus hype russes actuels, ou en tout cas quand on pense à réalisateur russe aujourd'hui, on est nombreuses à penser automatiquement à Kirill Serebrennikov, tant le mec a quand même une patte en tant qu'auteur qui est très 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 particulière. Mais en tout cas du coup, qu'est-ce que ça donne Limonov, la balade ? Alors déjà,
Point hyper important à comprendre, n'est pas un film biopic. Je sais que beaucoup de gens ont pu penser que c'était un film biopic, mais en fait, il faut bien comprendre le projet avant tout. En fait, c'est un film qui va s'inspirer grandement de la vie de justement Limonov. Justement, alors pour vous poser un peu le truc, Limonov, c'est un poète / militant / écrivain / opposant politique à la Russie, enfin en russe, et c'est un personnage qui est très 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 controversé, et c'est un personnage qui est très particulier étant donné qu'il a notamment créé, notamment eu des déclarations plus que problématiques, mais il a aussi créé un parti qui s'appelle le Parti national bolchevique, qui était clairement à tendance néofasciste, etc. Enfin bref, c'est un personnage qui est très particulier à gérer, et en fait il faut bien comprendre que du coup le film n'est pas un biopic, ce n'est pas un film qui veut retracer factuellement la vie de Limonov, mais c'est véritablement une adaptation du livre qui lui-même, le livre est plutôt une adaptation aussi de la vie de Limonov, mais en essayant de s'en détacher ou rajouter des éléments fictionnels. En fait, c'est important quand même de poser les bases, mais c'est vrai qu'Emmanuel Carrère a pu rencontrer Limonov en prison, lui a posé tout un tas de questions sur sa vie, et donc après a pu écrire ce livre, qui du coup n'est pas non plus un livre full réalité, n'est pas non plus un décalcage de ce qu'est la réalité, et c'est assez important de le préciser, parce que ce que disait aussi Kirill Serebrennikov, parce que j'ai pu voir le film en présence du réalisateur, ce qui est un privilège assez grand. Le réalisateur disait assez vite qu'en fait le film était plus un film tourné vers Eddie, donc le prénom de Limonov, que véritablement Limonov lui-même et sa posture. Et déjà je trouve la démarche du film est assez intéressante, parce que le film va avoir une assez grande intelligence à partir du récit de permettre à faire un parallèle direct entre le parcours du poète militant controversé, donc Limonov, et l'histoire de la Russie moderne. En fait, Limonov ne s'intéresse s'intéresse à Limonov, Serebrennikov s'intéresse à Limonov pour comprendre quelque chose de son pays natal ou de sa terre natale. Et c'est de comprendre en fait pourquoi le parcours de Limonov et l'histoire du personnage permet de comprendre comment la Russie aujourd'hui en est à sa situation, on est à un contexte politique actuel. En fait, c'est par l'utilisation de l'histoire fictionnelle du personnage de Limonov, donc qui est en fait dépeint comme un grand loser obnubilé par une quête de gloire totale et absolue, on arrive à pointer du doigt comment la Russie, on est arrivé à être aujourd'hui, d'essayer de jouer constamment des muscles, essayer de jouer constamment cette quête de puissance face aux autres pays, cette quête en fait de surpuissance même, on pourrait dire, dans cette perspective. Et c'est tout l'enjeu du film, c'est de montrer Limonov comme un loser raté, qui est un obnubilé de la fame, de la célébrité. C'est un naze en fait, concrètement, il est décrit comme un personnage qui est complètement naze, et pourtant c'est un personnage qui va atteindre d'une certaine manière cette gloire et va atteindre cette stature de légende, de phénomène, de personnage important, et qui permet du coup de comprendre comment fonctionne d'une certaine manière la Russie moderne avec la chute de l'Union soviétique et avec justement cette quête identitaire, cette quête de retrouver une sorte de fierté patriotique au sein d'une nation. Alors je le dis de manière assez rapide parce que vraiment le film va encore plus dans les détails que ce que je viens de vous dire, mais en termes de fond, c'est assez brillant, je trouve, assez subtil, assez intelligent dans la manière d'essayer d'exprimer ce sujet-là. Et on sent en fait que l'intention derrière le film, elle est assez claire. Et c'est une œuvre en fait qui montre une certaine fascination pour un personnage, qui est du coup le personnage de Limonov, tout en montrant l'horreur du personnage. Je pense que c'est ça aussi qui est assez important, c'est de montrer à quel point c'est un personnage qui est dangereux. C'est un personnage on n'a pas de sympathie pour lui à proprement parler. Et pourtant, le film reconnaît avec une assez grande, pas fierté, mais reconnaît clairement qu'il y a une fascination pour ce genre de personnage. Et Serebrennikov a toujours eu une fascination pour ce genre de personnage, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant en fait, c'est de se dire, de reconnaître qu'un personnage peut nous fasciner dans l'horreur, mais de quand même essayer de montrer le personnage sous ses angles les plus intéressants. En fait, ce qui est même assez pertinent dans le film, c'est que le Serebrennikov essaye de montrer qu'il y a plusieurs Limonov. Il y a le Limonov poète, il y a le Limonov politique, il y a le Limonov rebelle, il y a le Limonov résistant, il y a le Limonov... on va dire plutôt individualiste, on a le Limonov... Enfin bref, il y a des centaines de types de Limonov différents, il y a des centaines d'Eddie différents, mais tout ça se mélange pour essayer de montrer toutes les facettes d'un personnage et la complexité d'un personnage. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fort et je pense que c'est quelque chose d'assez brillant dans le fond. Et maintenant...
En plus de ce rapport-là de fond que je trouve très intéressant, je pense que le film il a beaucoup été remarqué pour un truc qui est assez évident, c'est qu'en fait, au niveau visuel, c'est un film qui est tout simplement extraordinaire. Il y a vraiment une très très grande intelligence dans la mise en scène de ce film, tel qu'on la connaît du réalisateur russe. En fait, c'est un film qui est hyper riche et rempli d'idées visuelles constamment. Ça n'arrête pas de proposer des choses, ça n'arrête pas de tenter des choses. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas vu, notamment parce que le film est composé d'énormément de plans séquences. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de plans séquences aussi fous, aussi bien maîtrisés, aussi intéressants, aussi farfelus, on va dire d'une certaine manière. En bref, vraiment, on a une incroyable proposition de réalisation, tant inspirée que fascinante, et qui est magistralement bien maîtrisée tout du long. Il y a vraiment très peu, voire aucune fausse route en termes de mise en scène dans le long métrage. Et tout ça, on peut aussi lier à un autre truc. Je parlais du personnage de Limonov, mais il y a vraiment une vraie qualité dans l'interprétation des personnages, et je pense notamment au personnage qui joue justement Limonov, à Ben Whishaw, qui est juste tout simplement fantastique dans sa performance et est tout simplement métamorphosé dans la manière dont il joue le truc. Bref, c'est vraiment un gars qui va être marquant. Je pense qu'il va être en lice pour avoir le prix d'interprétation, en tout cas dans les rôles en fin d'année pour les Oscars. Ça ne me surprendrait pas. En tout cas, vraiment, je pense qu'il serait assez dans cette perspective. Je pense vraiment qu'il serait clairement dans cette perspective. Maintenant, voilà, c'est un film que je trouve très intéressant. Je pense que c'est un film à prendre avec des pincettes aussi, parce que je pense que le message peut des fois être très compliqué à comprendre. J'ai peur que le message ne sera pas assez clair pour beaucoup, et je pense qu'il y a un risque que des gens ne prennent pas le film tel qu'en fait il l'est véritablement, et prennent le film comme une manière de mettre en avant le personnage de Limonov. Or, ça n'est pas du tout le cas. Pour vous faire une anecdote assez rapide, en fait, moi j'ai été dans une séance où il y avait énormément de personnes russes, et les réactions qu'il y avait faisait un peu froid dans le dos par moment, dans une espèce d'admiration pleine pour le personnage de Limonov. Or, c'est précisément pas ce que le film dit. Vraiment, le film dit l'inverse. Le film ne parle pas de vraiment honorer à fond ce personnage et de le mettre en état de légende. C'est pas le cas. Et je pense que des personnes vont peut-être l'interpréter de cette manière. Or, c'est vraiment pas du tout le cas. C'est plutôt un film qui est très critique, jusqu'en fait à son dernier plan, on va dire, de l'œuvre. C'est un film qui est critique, c'est un film qui est très intelligent et qui arrive à expliquer et exprimer de manière assez frontale la Russie d'aujourd'hui et parle directement de la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dingue. Je pense que c'est quelque chose qui est très très fort. Pour moi, c'est pour moi un des films les plus malins de cette année, peut-être un des films les plus cinématographiquement pertinents et intéressants à regarder. Je crois que c'est un très très gros morceau de cinéma de l'année 2024 que je vous conseille vraiment de ne pas louper, tant il est brillant, et en même temps le pari est tenu tellement le truc est compliqué, tant le film est complexe à aborder, surtout un personnage comme ça. J'avoue que le pari est tenu, et franchement je vous conseille de visiter dessus très vite. Moi j'ai une petite question pour toi, Lucas. Tu as parlé du coup de Ben Whishaw, qui est acteur anglais du coup, est-ce qu'il joue avec un gros accent russe? Tu vois, tu poses une super question, parce qu'en fait c'est plus large. Pour moi, c'est vraiment je profitais pour me poser cette question, mais est-ce qu'on n'en a pas marre de ces acteurs américains qui prennent, je pense aussi à Adam Driver en général quand il prend des accents italiens ou ça, ces acteurs occidentaux qui jouent des personnages d'autres pays, ouais. Ça devient chiant. Là, c'est assez intéressant parce que l'une des particularités du film, c'est qu'en fait, le film, même quand on se retrouve en Russie, parce que le film va vraiment retracer plusieurs périodes et tout, il y a un moment où on se retrouve en Russie, enfin plein de moments où on est en Russie, en fait, tout le monde parle anglais. Ah ouais. Il y a personne qui parle russe. Il y en a marre. Les gens parlent anglais. Et donc, c'est vrai que c'est un peu... C'est très américain, alors pourtant, Kirill Serebrennikov n'est pas du tout américain. Donc c'est marrant d'avoir ce truc-là. Je pense qu'il y a, à mon avis, pas mal de postures. Je pense qu'à la fois, ça peut être une posture de utilité, de dire, en fait, c'est très compliqué de réussir à tourner un film avec des acteurs non russes, que tu leur demandes de parler russe, ou de prendre, de mélanger en fait les langues aussi, parce que quand il sera aux États-Unis, il faut qu'il parle en anglais, quand il sera en Russie, il faut qu'il parle en Russie, enfin, faut qu'il parle en russe. C'est peut-être des choses qui sont très compliquées à gérer sur un tournage, surtout avec des équipes différentes, je pense. Donc peut-être il a fait ce choix de prendre... Après... J'avoue, le personnage, enfin, du coup, le Ben Whishaw, moi, je trouve qu'il est très bon dans sa performance, et il se la joue un peu, voilà, il a le joli petit accent, russe qui ressort. Mais je pense que c'est pas très dérangeant, en fait. J'en ai pas eu vraiment ce dérangement. J'ai plus eu de dérangement pour dire, en fait, ils parlent tous anglais quand ils sont en Russie. Mais est-ce qu'ils parlent tous anglais en Russie avec un accent russe? Oui. Ouais, mais voilà.
C'est particulier. Comme il dit, C'est c'est vraiment comme, l'américaine, quoi. c'est comme Ferrari, House of Ouais, Gucci, ou ouais, c'est ouais. tous ces trucs-là où d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, mais à Rome, ils parlent tous anglais, mais avec un accent comme ça. Ouais. En mode, bah non. Stop. Il y a que les films en anglais, parce qu'aucun film français parle français avec un accent. Enfin, ça Oui, existe jamais pas. un Français une production française va se permettre d'aller dans un autre pays puis dire bah, d'un seul coup vous êtes sicilien mais s'il vous plaît parlez tous français avec un accent italien. C'est clair. C'est vrai que c'est un peu le gros peut-être Aujourd'hui, on défaut se du fait film. le Quoi. cinéma, on se farcit le cinéma. On s'attaque au cinéma Ah ouais. frontalement. Américain plus précisément. Bah ouais, en fait c'est aussi qui est assez drôle, c'est qu'en vrai le film d'ailleurs t'es pas du tout une production à proprement parler états-unienne, c'est une production italienne pour vous dire. Ce qui est assez rare pour souligner, les Rital quand ils ont un peu de flair pour ce genre de film, faut quand même le souligner. Là, il y avait du flair, donc c'est plutôt pas mal. C'est plus une anomalie même. Et puis même, soit étant passant, le film est un film de commande, soit étant passant. C'est pas un truc que Serebrennikov voulait faire au départ, c'est-à-dire on lui a proposé de faire l'adaptation du livre du coup d'Emmanuel Carrère, que je vous conseille d'ailleurs chaleureusement aussi à lire, parce qu'il est très très bien. Et étant donné la situation, et étant donné le personnage, il s'est tout simplement jeté dessus, parce que je pense que beaucoup de Russes ont envie d'étudier. Enfin, en fait, si tu es un minimum conscient de ce qui se passe en Russie aujourd'hui, le personnage de Limonov t'en a été à un moment donné confronté, en fait. Moi, je vous invite aussi à vous intéresser à la vie de Limonov, qui est une vie très particulière, très controversée, très dure. Et qui, voilà, c'est un personnage qui est compliqué à aborder. Et je pense que le pari de donner à quelqu'un, de dire ok, tu vas devoir gérer ce personnage-là, en tant qu'auteur, je pense que c'est un pari qui est très excitant, je pense. Vraiment, en fait, c'est des personnages qui sont presque inadaptables, en fait, tant ils sont affreux, horribles et compliqués à gérer. Et en même temps, ils ont quand même des trucs positifs en eux, qui fait que trouver la juste limite en qu'est-ce qui est mieux, c'est compliqué. Je pense que c'est très compliqué à gérer et ça demande à ce qu'il y ait une réflexion toute particulière sur. Ouais, limite, il faut se documenter avant de voir le film. Un petit peu. Je pense que du moment que tu es conscient que ce que tu vas voir n'est pas précisément la vie de Limonov, c'est ok. Mais je pense que quand même, tu peux. Enfin, moi, par exemple, je connaissais un peu la vie de Limonov, mais j'en étais pas un fin connaisseur comme certains ou certaines. Et je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est juste d'avoir le recul de dire ce que je vais voir n'est pas un biopic. Un peu comme ce que faisait le film Blonde sur Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Après, le propos était catastrophique. derrière. Oui, le film est catastrophique, évidemment. Et, Enfin, tu utilises Monroe pour porter un truc Ouais. idéologiquement horrible. mais- Ouais, qui en plus était assez, comment on pourrait dire, viscéral et un regard un peu extérieur. C'est-à-dire vraiment, c'était regarder comment elle souffre. Tu aimes vous la voir souffrir. Bref, c'est un film qui est assez catastrophique. Et là, on n'est pas dans ce truc pas de visionnaire, mais un peu malsain de voir. Là, on est vraiment sur une réflexion pure. Mais prenez quand même conscience qu'on n'est pas sur un biopic, on n'est pas sur reproduire la réalité telle qu'elle. On est vraiment sur une adaptation cinématographique. Et quelle adaptation cinématographique, vraiment, je foncez dessus parce que c'est un très grand morceau de cinéma. Surtout si vous connaissez pas l'œuvre de Kirill Serebrennikov, franchement, jetez-vous dessus. C'est une œuvre, enfin son œuvre est vraiment ultra intéressante, quoi. Et je pense que c'est un excellent film pour commencer à découvrir ce réalisateur russe qui est tout simplement passionnant. Allez, on enchaîne cette fois-ci. Après avoir parlé de Limonov, on va enchaîner cette fois-ci avec un film français, le deuxième film de cette grande actrice qui est Noémie Merlan. On va vous parler des femmes au balcon. Ruby, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. C'est des sons, les gars, hein. On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. Ah non. Si. Oh, waouh. Ah, les filles, entrez. Les femmes au balcon est donc le deuxième film et donc le deuxième long métrage de Noémie Merlan, grande actrice française qu'on ne présente tout simplement plus, qui a joué dans énormément d'œuvres assez marquantes en France. Je pense que ça fait partie des grandes actrices qu'on a au sein du cinéma français et on la retrouve du coup dans ce film qu'elle a écrit et réalisé et
Et du coup, on a un casting assez intéressant de 3 femmes qui portent le film. Donc évidemment, on a Noémie Merlan, mais on retrouve aussi Sanda Codrenou, mais aussi Souila Jacoub, qu'on peut dire avec grande fierté que c'est notre actrice genevoise. Cocorico, mais pas Cocorico. Mais voilà. Donc Cocorico avec une clé dans les mains. Non, mais c'est une grande actrice genevoise qui d'ailleurs est passée à Dune, qui est passée dans plein d'autres grands films et qui est en train de méga percer. Et elle vient de chez nous. Qui va être dans des Marvel. Et qui va être dans des Marvel. Putain, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle. Oui, non, mais ça perce, perce. C'est quand même une dinguerie. Et qui a commencé dans Plus belle la vie. Et elle a commencé dans... Putain, mais ça, c'est des folies. Tu passes de rien... C'est extraordinaire. La success story genevoise. Mais bien sûr, mais grande fierté. On ne peut que être méga fier de cette fantastique actrice. Et du coup, on est deux à l'avoir vue, Romane et moi-même. Romane, qu'en as-tu pensé de cette comédie noire explosive, on pourrait dire, qui était aussi passée à Cannes et qui avait fait débat? Toi, qu'est-ce que tu en as pu penser de ce long métrage? Comme tu le dis, effectivement, c'est une comédie horrifique, thriller, mystère, féministe. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, quoi. C'est déjà ce qu'on peut dire, autant en termes de mise en scène que de l'histoire, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup d'infos et je trouve que c'est vraiment bien, ça marche bien. Niveau mise en scène, peut-être je commence par là, mais je trouve que c'est vraiment réussi parce qu'il y a un côté hyper chaleureux, un peu, enfin niveau des couleurs, niveau machin, un peu Almodovar dans cet esprit-là, et même dans le lieu et tout, Marseille, tout ça, enfin un peu cette ambiance-là, donc très lumineux dans tout ce qui est visuel. Et en même temps, le propos est très gore, violent et sérieux en fait. Au final, dans ce que ça dit et dans le thème que ça aborde. Moi, j'ai trouvé plutôt bien. Franchement, je trouve déjà, en termes de premier niveau, c'est que c'est déjà très divertissant pour ce que c'est. C'est-à-dire, le côté gore fonctionne hyper bien, le côté comédie aussi. Franchement, c'est assez drôle par moments. Donc, déjà, la base du truc, c'est que c'est déjà un bon film de divertissement. Et ça fonctionne, quoi. Et le côté justement beaucoup plus politique et féministe et tout, je trouve que aussi c'est plutôt réussi, même si je trouve que c'est très compliqué de faire en même temps un film qui soit plutôt une comédie, donc plutôt légère par exemple dans les dialogues, dans ce genre de choses, et en même temps un truc d'horreur, et en même temps d'avoir un message politique qui c'est challengeant, soit fort, parce qu'en fait on pourrait se dire que du coup tout devient un peu second degré ou un peu too much. Donc c'est compliqué quand tu as fait un truc too much, parce qu'il y a des moments sanglants qui sont très visuels et très un peu limite un peu série B à des moments, quoi, dans ce que ça dans le visuel, et du coup d'arriver à conjuguer ça avec une posture politique qui se veut forte et qui se veut vraiment très sérieuse, quoi. Je trouve que c'est compliqué et je suis pas sûr que ça marche tout le temps. Je pense qu'il y a quand même un équilibre un peu compliqué à trouver et je suis pas complètement satisfait, disons, de ce point de vue-là, mais il y a une fraîcheur, quoi. Il y a un côté très libre, très je sais pas, je l'ai vu vendredi soir, je crois, donc plutôt frais encore dans ma tête, mais j'en ai un bon sentiment, et je trouve que Noémie Merlan, justement, j'ai pas vu son premier film, je sais pas si toi tu l'avais vu, mais Théa nous avait parlé justement de ce film dans l'émission, et comment dire que ça avait pas été tellement non, c'était justement, alors le nom m'échappe, mais c'était justement sur ces 4 jeunes filles qui partent en Roumanie, voilà. Et on vous invite à aller réécouter l'épisode qui en parlait, mais c'était catastrophique. Voilà, bon, là pour le coup c'est plutôt réussi. Alors peut-être qu'elle a des zones de confort un peu, voilà, mais non, et même je trouve que les seconds rôles et tout ça, tout est vraiment plutôt bien, mais je reste quand même un peu dans l'entre-deux de ce truc. C'est en même temps une comédie et en même temps un film d'horreur et en même temps un film féministe engagé, et je trouve que c'est compliqué. En fait, je suis pas sûr que Noémie Merlan ait vraiment la vibe, qu'elle ait vraiment la fibre de la comédie, quoi. Je suis pas sûr. Il y a des moments où je trouve que c'est un petit peu forcé, et je sais pas si du coup peut-être en fait c'est pas forcément trop son truc, parce que je sais pas, faudrait on verra ce qu'elle décide de faire dans l'avenir, mais après voilà, là je commence à perdre, je sais même plus le fil de ma pensée, mais voilà, mais du coup plutôt bon film, je le recommande quand même, et je sais pas si toi
Si toi, t'as quelque chose à en dire. Ouais, moi, je t'avoue, j'ai quelques différences avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'avoue, je suis assez fan du film. Non, pour moi, c'est vraiment une bombe atomique, quoi, en fait. J'ai vraiment envie de dire, pour moi, c'est une bombe atomique féministe et ultra révoltée. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur comment Noémie Merlan n'arrive pas trop à gérer sa comédie. Je pense qu'il y a des moments qui peut-être sont moins drôles que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment éclaté de rire à beaucoup d'instants. Justement, alors si je peux juste revenir sur vraiment le point fort, c'est les personnages et par exemple cette actrice, celle qui est la moins connue des trois, Sanda Codreanu, que je ne connaissais pas du tout. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite dans ce rôle parce qu'elle a vraiment le visage qu'il faut et la façon de jouer qu'il faut pour ce truc de un peu la plus responsable des trois et la plus posée, mais en même temps celle qui finalement est le plus, enfin celle qui est vraiment dérangée le plus par ce qui se passe et que voilà quoi. Donc je trouve qu'elle est vraiment, enfin le cast est un des gros points forts et c'est vrai que je suis d'accord. Ça, les trois sont vraiment excellents. La complémentarité entre Soila Jacoub, Sanda Codreanu et Noémie Merlan, il y a un truc hyper puissant. Et justement, il y a un rapport de sororité, mais il y a même un rapport d'écriture que je trouve hyper intéressant. Je voyais, en ayant un peu étudié le film, il y avait un peu ce truc où elle expliquait que le personnage de Ruby, donc le personnage qui est interprété par Soila Jacoub, était un personnage qui était très compliqué parce que c'est un personnage qui est ouvertement très sexualisé et qui se montre énormément. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire va trouver une actrice qui est prête à se mettre nue constamment à l'écran, c'est quand même assez compliqué. Et en ayant trouvé cela, Jacoub, il y a eu ce truc de en fait si je l'ai trouvé. Elle lui a donné ce rôle-là parce qu'elle savait qu'il y avait une forme de libération. Et pareil pour le Rose d'Élise qui est donc interprété par Noémie Merlan, c'est un rôle où c'est aussi une des grandes qualités du film. Je pense que les actrices se donnent énormément. Vraiment, il y a un espèce de... littéralement, c'est se mettre à nu. Parce qu'il y a notamment cette scène donc, du personnage d'Élise qui est joué par Noémie Merlan avec un gynéco. Je peux dire qu'il faut l'assumer, ce truc en tant qu'actrice, de dire je vais faire ce truc-là, il faut l'assumer. Et pareil, le personnage de Ruby, pour celui-là, Jacoub, il y a vraiment ce truc de faut assumer de faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire, faut quand même se dire qu'après 3 minutes de film, on est quand même sur gros plan topless sur le personnage de Ruby. Enfin, c'est des trucs qu'il faut accepter en tant qu'actrice et tenir la barre et dire ok, je suis vraiment prêt à me mettre à nu en tant qu'individu. De cette manière, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Et en fait, je crois que cette complémentarité, moi je suis complètement d'accord avec toi, elle marche à fond. Et c'est pour ça que je disais que pour moi c'est le film dans son ensemble est une bombe atomique, une espèce de comédie noire s'inscrivant pleinement dans le cinéma de genre. Qui en fait hurle son amour pour le cinéma et son engagement féministe et politique à chaque plan. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment un film qui, en plus de ça, s'ancre dans le vécu personnel de Noémie Merlan et de justement sa co-scénariste qui est, et ça on l'a pas pu le dire encore, mais c'est Céline Sciamma, qui est du coup la co-scénariste du film, qui évidemment avait réalisé avec aussi du coup Noémie Merlan Tout se recoupe et avait réalisé Portrait de la jeune fille en feu, qui est évidemment un grand chef-d'œuvre aussi, ça je ne peux que vous le recommander. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de marquer le vécu de ces femmes, de parler du vécu de ces femmes, du harcèlement, de l'agression, etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant, en plus d'être juste un film politique, c'est pour moi un film qui profondément est brutal. Il y a vraiment ce truc de c'est un film qui te rentre dedans. Il y a un côté un peu punk. Je trouve qu'il y a un côté furieusement drôle, engagé et qui se met aucune limite. Par rapport à d'autres comédies ou d'autres comédies noires, je trouve que vraiment, ça met un certain coup dans la fourmilière. Ah ouais, il y a des trucs où même des fois, ça me surprend que ça passe autant clairement. Tu vois, il y a des trucs qui c'est assez hardcore et je m'attendais pas en fait à voir un film comme ça par plein d'instants. C'est quand même un truc, un gros point dans la gueule, quoi. C'est vraiment, quand je dis qu'il y a un côté punk, queer, c'est vraiment punk de chez punk, et vraiment il y a ce truc là que je trouve être brillant, même dans la manière de briser le male gaze, parce que encore une fois un des points du film c'est vraiment de filmer les corps féminins. Comment on les filme? On va les filmer d'une manière intelligente et sans les ultra sexualiser à l'excès, mais en même temps en pouvant les mettre beaux, en montrant que les corps sont beaux, et en même temps par les moments où les corps font peur, parce qu'il y a des contextes qui font peur et qui sont horribles, la mise en scène permet de montrer que les corps n'est pas beau, là il est victime de quelque chose. Et ça c'est assez fort, je trouve, par rapport à... Enfin, c'est vrai que d'arriver à montrer des corps nus quasiment en permanence, en fait, il y a quasiment toujours de la nudité.
sans que ce soit sexualisé, ça prouve vraiment la différence de regard en fait, entre regard féminin, regard masculin, mais c'est assez fort. Je trouve que c'est particulièrement frappant. Là. D'où le fait que je pense que c'est un film qui aurait pas pu être réalisé par un homme. C'est typiquement un film différent. Quoi. Exactement. Et c'est là où il y a une espèce d'intelligence. Je pense qu'il y a des films comme ça où tu ne peux pas les réaliser quand tu es un homme. Et je pense que ce film typiquement est un film qui ne peut pas être réalisé par un homme, voire même être écrit, je pense, par un homme d'une certaine manière. Mais en tout cas réalisé, ça c'est sûr que non. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une grande richesse, encore une fois, dans les personnages, dans la manière même de voir le cinéma, parce que je trouve qu'il y a énormément de références. Je pense notamment, tu parlais d'Almodovar, mais il y a justement cette référence directe aux femmes au bord de la crise de nerfs d'Almodovar, qui est, je pense, une des refs les plus importantes du film et qui se voit avec justement se remettre en avant ces personnages féminins. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais Femmes au bord de la crise de nerfs, c'est un immense film. Enfin, je trouve être une de mes comédies préférées de ma vie. Je trouve ça trop, trop bien. Donc, allez le voir. Mais juste pour conclure, je pense que c'est assez intéressant parce que ça s'ancre vraiment comme un film de cinéma de genre, purement là-dedans, hyper engagé, comme on l'a dit, sur la question de l'agression, sur la question du viol, sur la question du consentement, sur la question du regard de l'homme, sur la question des corps féminins, machin. Mais il y a un truc qui sonne beaucoup, c'est que je trouve que c'est un film qui est presque un film de festival. Je pense qu'il a vraiment sa place dans un festival comme Gérard May. Il a presque sa place, je trouve, dans le NIF, où il a vraiment sa place dans tous ces festivals de genre un peu petits, mais qui va ramener un certain type de public. Parce que moi, dans la salle dans laquelle j'étais, en fait, les gens hurlaient de rire, criaient de... Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc ambiance festival qui vraiment m'a énormément plu, d'où le fait que pour moi, l'expérience en salle a été un très, très gros moment, quoi. Je pense que ça a été un big moment, encore une fois, voir un morceau comme ça de cinéma, qui est pour moi un des grands morceaux de cinéma de l'année, qui est d'une fraîcheur absolument dingue, ça me met en joie. Et c'est vrai que quand on regarde un peu l'ensemble des critiques que le film subit, il a tendance à être assez critiqué. Hein. Il fait pas beaucoup l'unanimité, je pense. C'est plutôt un film qui divise, on pourrait dire, qui divise pas mal. Alors moi, vraiment, c'est un petit coup de cœur de l'année. Même si je peux voir des défauts, je pense que c'est quand même un sacré coup de cœur de l'année, quoi. Je sais pas si tu veux conclure, Roman, peut-être sur ce film. Ouais, mais pour moi, c'est un des bangers de l'année, comme disait Non, Jobs. c'est vrai qu'il a ces qualités de cinéma de genre et en même temps d'arriver à allier ça avec... le côté lumineux, un peu de la mise en scène de la lumière, mais je trouve que j'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer à faire, parce que c'est vrai qu'on la voit un peu moins dans des films, enfin en tant qu'actrice, du coup j'imagine qu'elle réalise son film, ce qui est logique. Mais... elle a joué dans Emmanuel récemment. Oui, pas un gros succès, je crois. Non, pas du tout. Un petit flop, mais il y a eu un enfant aussi. Possible, ouais, c'est vrai. Ça peut prendre du temps d'avoir. Ça explique tout ça. Mais non, j'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer à faire, et limite je dirais que je la préfère en tant que réalisatrice limite que actrice, parce qu'il y a des rôles actrices où des fois je la sens pas forcément, et peut-être que je sais pas. Pour l'anecdote, pour conclure, elle est en train de bosser sur un péplum queer. Oh là là. Avec qui elle réalise, elle ? Ouais, qu'elle réaliserait, et elle disait dans une interview, parce que du coup j'ai été voir la projection où elle était présente aussi au GIF, et puis elle a dit elle n'a aucune idée de qui c'est qui va pouvoir produire ce truc-là, donc peut-être ce film ne se fera jamais, mais apparemment elle est en train de bosser là-dessus. Bon. Let's go. Ouais, un péplum queer. Vous imaginez ce que ça peut donner ? C'est pas Gladiator 2, hein. Par hasard, ça n'a rien à voir. C'est déjà très bien en vrai. Pourquoi chercher à faire mieux, tiens. Allez, après Les Femmes au balcon, qu'on vous invite chaleureusement à aller voir dans les salles obscures, on enchaîne avec quelque chose d'un peu différent, mais on reste en francophonie, on reste dans le pays du camembert, de la Tour Eiffel, de Toulouse et de surtout les censures du gouvernement. On enchaîne avec Leurs enfants après eux. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois. Si ça vous dit. On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo. La seule option, c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pense à ta copine. Steph. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto ? Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain !
Leurs enfants après eux est donc le film réalisé par Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma. Le film nous raconte l'histoire d'une petite vallée perdue dans l'Est en août 1992, une vallée perdue dans l'Est des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est immédiat et il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule. Roman et Lorenzo, vous avez pu voir le long métrage. Je vous propose directement de vous donner la parole et notamment je vais la donner à toi, Roman, parce que toi tu avais pu voir le livre dont le film était adapté. J'ai même fait mieux que le voir, je l'ai même lu. Tu as lu le livre. Je m'excuse. Tu as donc pu lire le livre dans lequel le film est adapté. Je te donne du coup directement la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot? Je peux dire ça. J'ai lu le livre effectivement. J'ai même vu une adaptation en pièce de théâtre de cette histoire. Donc le mec est surcalé. C'est possible. Donc ça veut dire que c'est possible de l'adapter et que ce soit bien. C'est moi qui ai écrit le livre. Voilà. Tout simplement, je suis Nicolas Mathieu. Non, du coup j'ai lu le livre effectivement et j'avais beaucoup aimé le livre à l'époque. Et en fait, toute la force du livre réside dans le fait que les personnages sont absolument... on rentre vraiment dans la vie des personnages et qui sont extrêmement bien écrits. Et c'est très réussi de ce point de vue-là. Et l'autre grande force du livre, c'est le côté politique. C'est le côté, justement, ça se passe, comme tu l'as dit, dans l'Est de la France. Donc une région... pauvre et désindustrialisé, délaissé. Donc voilà, il y a toute cette qui vote RN maintenant à 100%. Clairement. Donc on a un peu cette vibe là. Et donc la force du livre, c'était aussi de montrer ça et de dénoncer un peu ça, même si c'était fait de façon littéraire. Et là, on a ce film, Leurs enfants après eux, qui fait... Vraiment, c'est... En fait, je sais pas comment c'est possible de prendre un livre, d'autant retirer toute la substance, quoi. Parce que le film en soi n'est pas mauvais. En fait, il n'y a rien de choquant, à part, tu en parleras, Lorenzo, toi qui t'a rendu fou, mais il n'y a rien de particulièrement insupportablement mauvais ou quoi. C'est juste que par rapport au livre, il y a tellement peu de choses, c'est tellement vide en fait. C'est vide, les personnages sont vides, les dialogues sont il y a rien qui se passe, quoi. Tout est un peu mou, tout est en dessous, à la moyenne, tu vois. Ça décolle jamais, et en fait, c'est vraiment dommage parce que l'histoire. Les personnages pourraient vraiment être très intéressants. L'histoire pourrait être intéressante, même si finalement il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais ça aurait pu être un film beau, émouvant et touchant. Et surtout, politiquement, ça aurait pu dénoncer quelque chose. Ça aurait pu montrer un peu vraiment cette France-là et reprendre un peu ce qu'il y avait dans le livre. Ce n'est pas le cas du tout. Vraiment, c'est très très vide. Et après il y a quand même des points qui sont positifs. Déjà, c'est un second rôle en particulier qui est Gilles Lelouch, pour le coup, alors il est dans son rôle habituel d'homme colérique et violent, alcoolique, voilà. Donc c'est du Gilles Lelouch, mais sur ce coup-là il le fait particulièrement bien, et même il a un côté très touchant à la fin, notamment dans une scène avec une chanson de Francis Cabrel, voilà, que pour ceux qui l'ont vu le reconnaîtront, mais il a un côté vraiment touchant, et je trouve que c'est un des personnages qui est le plus intéressant du film, même s'il reste à des kilomètres en dessous de ce qu'il y a dans le livre. Il arrive à incarner ce truc, et pour une fois, du coup, je trouve que Gilles Lelouch m'a ému, ce qui est pas souvent, on peut le dire. Très rare. Très très rare, mais là il gère. Mais par contre, vu qu'on est sur Gilles Lelouch, on peut aussi... Il est producteur exécutif du film. Et en fait, c'est vraiment... on sent qu'il a fait l'amour ouf, qu'il s'est dit, j'ai encore envie un peu de mettre des musiques connues et de filmer des gens sur des motos. Donc il a produit ce film-là. C'est vraiment la même ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté musique zen, des grosses scènes hyper... un peu faussement émouvantes sur des musiques hyper connues. Il y a des plans de liberté, tout ça. Enfin, et même visuellement, ça ressemble, quoi. Puis c'est presque la même histoire au début. C'est quasiment d'amour. C'est un peu la même ambiance, quoi. Ça tourne autour de la même chose. Il y a aussi Raphaël Quenard. Donc vraiment, ça se rapproche beaucoup de l'amour ouf, surtout dans les défauts de l'amour ouf, pas vraiment dans les qualités. Après, moi je trouve que ce film il est dommage parce qu'il y aurait vraiment matière à faire des choses bien, et en fait tout le long tu sens
tu sens que, enfin bon, moi j'ai lu le livre, donc j'ai une autre lecture que toi, je pense, Lorenzo, mais moi je me disais tout le long en fait l'intérêt il est là, il est juste sous la surface. Il fallait juste le trouver. Ils l'ont pas fait du tout. Ils ont pas trouvé ça, et voilà, c'est très dommage. Et je te laisse peut-être la parole sur le gros morceau du film. Oui. Le gros monsieur tout le temps. Celui qui prend beaucoup l'écran. Oui, je vais y venir. Mais voilà. non, mais alors dans la lignée de ce que tu dis, puis pour un peu commencer aussi par comment j'ai abordé le truc, j'avais pas lu le livre, donc j'allais avec un regard déjà beaucoup plus vierge sur la proposition. Et là où toi tu t'attendais peut-être quand même à du propos social, comme tu disais, et tout ça. Moi, vraiment, au début, on me propose un début d'histoire d'amour en été, quoi. Donc, vraiment, je me dis, voilà, ils se rencontrent à la plage et ça va faire de la moto. Et puis, toute cette intrigue de il a pris la moto et la moto a disparu. Donc, je m'attends vraiment à une histoire de jeunesse, un truc d'été vraiment des plus classiques, limite un peu téléfilm. Ouais. Mais tu sais, le truc dans lequel tu rentres, tu dis, il a 14 ans, elle a 16 ans, ils sont en été, et puis histoire comme ça, quoi. Donc je m'attendais vraiment à ce truc-là. Puis après, sur la seconde partie du film, ça prend une ampleur quand même avec l'usine, avec les petits boulots, tous ces trucs-là où un peu plus sociétal, un chouïa, même si je comprends la déception, je vois tout à fait là où ça aurait pu être beaucoup plus revendicateur, beaucoup plus politique, beaucoup plus social, ça ne l'est pas, ça ne l'est même jamais. Mais non, mais alors vraiment, faut dire ce qu'il faut dire, faut aller à l'évident. Lâche le mot. Paul Kircher, quoi. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. C'est fou. C'est quand même fou que ton personnage principal, enfin ton acteur principal, ruine d'une certaine manière tout ce que tu essaies de construire. Le mec ne porte pas à l'écran tout ce que tu essaies de dire, de porter, d'amener, de jouer, mais c'est vraiment... Est-ce qu'il essaie de jouer déjà même? Déjà, vraiment, c'est surtout ça. En fait, je suis une semaine après, j'ai toujours son visage... Je vais pas être vulgaire, ni méchant, ni malpoli, mais son visage fade et insipide qui porte rien, qui va nulle part. Allez dans ta gueule, Paul Kircher, bonne fête à toi. Il y a une différence entre des acteurs plein de bonnes intentions qui jouent plutôt bien, mais ça cabotine, c'est pas très bien, puis tu peux dire, voilà, là, tant pis, coup dur. Mais en fait, là, il y a eu avant le règne animal, et déjà, c'était pas non plus 100% le personnage principal, et ça coïncidait avec le personnage. Ça Donc marchait. tu pouvais te dire ça fonctionne, pourquoi pas, c'est cohérent. Et mais là, on essaie de lui faire jouer autre chose, de lui faire dire autre chose, d'aller autre part. Et si c'était voulu, si au casting c'était voulu d'avoir une larve, une sorte de spectre comme ça, un peu un drap, un drap sous un automate qui fait des signes et qui bégaye toutes ses répliques, parce que aussi on s'était dit à la sortie, mais il y a un truc dans le son un peu bizarre, où autant dans les répliques, dans la prise son des dialogues, j'ai l'impression que tout est un peu c'est très marmonné. terne, marmonné, très, très froid, comme si ça avait été compressé au mixage. Ça, je pense, on parle de technique pure, il y a ce truc-là qui imprime sur tout le film, mais tu dis, tous les acteurs font de leur mieux, articulent, projettent, mettent de l'intention, ça fonctionne, c'est juste, voilà, c'est la technique qui fait qu'on retranscrit. Nous, on peut pas tout percevoir de ce qu'ils essaient de transcrire. Mais lui, il dessert il va encore plus loin que le forage technique. Il bégaye tout le temps. Il n'articule pas, il projette pas. Il a le même regard de bœuf en permanence. Et c'est fou, en fait, parce que je me plaignais il y a 2 semaines de ça, parce que ça me fait penser à Diamant Brut. Je me disais, le personnage principal n'évolue pas. Et quand j'étais ressorti du film, ça m'avait un peu embêté. Mais en fait, t'avais encore rien vu. exactement. Elle, en fait, on peut l'excuser, même, tu l'avais dit dans ta critique, et puis maintenant, avec 2-3 semaines de recul, je peux me dire, ok, elle a 19 ans, et on se concentre sur une année de sa vie. Mais alors lui, il a quand même 6 ans le film. 6-7 ans d'évolution, et le personnage ne grandit pas, n'évolue pas. C'est quand même assez. Il se rase les cheveux une fois. Oui, non, mais c'est fou. Et en fait, le personnage est détestable, parce que pour moi, désolé, mais je ne veux pas suivre l'histoire de ce gars-là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que par rapport au livre, c'est même pas la même personnalité vraiment. Dans le livre, c'est un gars plutôt, un peu nerveux, donc vraiment tout l'inverse. Oui, mais je peux y croire, parce que en fait, je fais beaucoup quand même sur Paul Kircher, et c'est pourtant bizarre parce qu'en face, il y a un bon cast. En face, ça joue bien. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur personnage. Mais même celle en face qui fait Stéphanie, Angelina Vorev, qui joue plutôt bien. Et je trouve il y a même des révélations. Il y a Saïd El Alami qui fait Yacine, exactement. Il joue vraiment bien. Et même il vole l'écran quand ils ont des scènes en commun. Et t'as même son pote qui...
Louis Mény, qui fait son cousin, du coup, bah lui, même quand il est là, il est déjà beaucoup plus dynamique. On a plus envie de suivre son histoire, limite, que celle de son cousin. Et t'as ce mec-là, au milieu, qui a un personnage effectivement pas facile parce qu'il n'évolue pas tout au long de l'œuvre. Et puis, enfin, désolé, mais il est bête. Le personnage est bête, mais du coup, l'acteur n'aide pas. Tu te demandes si on a écrit le personnage à partir de l'acteur ou si on a casté l'acteur par rapport au personnage. Mais c'est quand même assez fou de je veux presque gâcher le film en fait, parce que il y a tout ce qui va autour, comme tu dis, la musique qui quand même de temps en temps il y a des belles scènes, il y a le feu d'artifice, il y a du Cabrel, t'as des trucs comme ça, il y a des moments de petits flottements qui fonctionnent bien. T'as Gilles Lelouch, comme tu dis, qui est quand même crédible. Tu pourrais avoir un fond social, de temps en temps on l'entend en écho un peu loin. J'ai un autre défaut, un truc qui m'a un peu agacé, c'est que t'as plein de plans sur ce qui devrait être de beaux paysages ou des beaux trucs, mais en soi, non, le plan n'est pas magnifique parce que ce que tu filmes n'est pas non plus spécialement magnifique. Genre une vallée de forêt, une vallée de pins, c'est pas spécialement photogénique, cinématographique. Et c'est fou, ouais, comme tu dis, c'est entre deux eaux parce que ça pourrait être autant un téléfilm qu'un très 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 bon film. Mais il y a ce truc où, autant dans le scénario que Paul Kirchner, ça fait qu'on se retrouve avec un truc tellement pas abouti, un truc avec plein de potentiel qui se casse la gueule à chaque fois que le mec apparaît à l'écran, quoi. Même c'est ça, pour revenir justement sur Paul Kirchner, c'est vrai qu'en plus il a ce truc, là je m'attaque à l'acteur directement. Oui, non mais là... Je dis, non mais il se trouve que c'est un Nepo Baby, un fils d'up, parce que c'est le fils d'Irène Jacob et d'un autre, son père producteur, c'est je crois. un producteur, quelque chose comme ça. Donc 100% parisien du coup, et vraiment, et en fait... Il y a un truc où ça marche pas de caster un Parisien et de lui mettre des faux boutons d'acné et de faire genre qu'il est moche et tout, alors qu'en fait il est en vrai dans la vraie vie. Bon, ça c'est un truc qu'on fait depuis tellement de temps dans le cinéma de manière générale, de prendre des beaux gosses et puis en fait de les faire passer des mecs laids. En vrai, je vous le laisse. Non mais t'as capté, il a quand même une tête du bon genre, tu vois. C'est ça, et en fait mais de prendre un mec de Paris et de lui faire jouer un prolo machin, en fait ça marche pas. Tu sens que ça marche pas, tu sens que puis même au niveau de l'âge, je veux dire, quand il a 14 ans, c'est pas crédible, il a pas 14 ans. Oui, il est trop grand, ça se voit qu'il a déjà fait sa puberté. Ça se voit qu'il a vraiment 22 ans, je sais pas quel âge il a, mais un truc comme ça. Je veux dire, ça c'est un truc encore une fois qui montre que le propos du livre ou pas n'a pas été compris ou n'a pas été on a juste gardé la forme, le livre n'a pas été l'atmosphère. lu, je sais pas. Ouais. Non, et même dans le livre, ça m'a fait penser parce que en fait, après la séance, j'ai juste feuilleté un peu le livre comme ça et j'ai trouvé en fait des chapitres entiers qui parlent de Hassine, justement de l'autre personnage, un peu l'antagoniste en quelque sorte de ce film-là et du livre. En fait, et c'est vraiment des chapitres sur sa vie et juste, en fait, limite dans le livre, Anthony, donc le Paul Kirchner, n'est pas vraiment le personnage principal. En fait, il transmet il transmet des choses à travers ce personnage-là, mais ce qui est important aussi, c'est tout le contexte autour, c'est tous les autres gens, et justement, il y a des personnages qui sont ultra développés, genre Hassine, il y a vraiment toute une partie où t'as sa femme, ses enfants, t'as ce qu'il fait dans la vie et tout, donc il y a vraiment tout une exploration des autres personnages, et je comprends bien que c'est pas facile à adapter en film parce que le bouquin fait quand même 500 pages, je pense. Limite, ça aurait pu être une série, ouais. Ça aurait été mieux, je pense. Je pense que oui, clairement, il y a un côté où tu peux pas tout mettre et du coup, t'es obligé de virer tout ce qui fait l'intérêt du livre, qui est quand même la complexité des personnages. Si t'enlèves ça, c'est du coup, ça devient la romance un peu bateau qu'on a maintenant. Ça devient une sorte de téléfilm, et voilà, c'est vraiment dommage. Et d'autant pour finir aussi que quand je l'ai vu en pièce de théâtre, c'était bien. Donc ça prouve bien que tu peux adapter un livre dans une pièce de théâtre qui dure 2 heures, et donc dans un film, potentiellement, ça doit être possible aussi, j'imagine. Mais les frères Boukerman ne réussissent pas. Voilà. Nul. Juste, petite parenthèse, un petit post-scriptum, mais je pensais à la révélation de cette année qui est aussi dans L'Amour-Ouf. Donc, comme quoi tu pouvais pas aller pas très loin pour trouver un bon acteur, c'est Malik Frika qui est dans L'Amour-Ouf, qui fait Clotaire jeune. Voilà, crédible, bon acteur, début de carrière. Voilà, tu transposes. plein d'autres options que Paul Kirchner. Tu transposes ce gars-là à la place de Paul Kirchner, et dans ce coup, t'as un film déjà un peu plus potable, tolérable et limite appréciable. Mais ouais. C'est dommage. Vraiment dommage. Vous avez compris, leur enfant après eux divise pas mal l'équipe, ou plutôt même pas divise, juste ne séduit pas l'équipe. Nous unit dans la détestation. Vous unit dans la détestation. On espère donc que le prochain film va un peu plus être appréciable, parce qu'on va parler d'un autre film, d'un réalisateur cette fois-ci allemand. On va vous parler de Conclave. The Pope is dead.
The throne is vacant. The conclave begins now. We're about to choose the most famous man in the world. And 1.25 billion souls watching. Let's say this is a pretty fair vision of hell. Well, don't be blasphemous, Ray. Hell arrives tomorrow when we bring in the Cardinals. No sane man would want the papacy. Some of our colleagues seem to want it. Conclave est donc le nouveau film réalisé par Edward Berger, qui en fait était le réalisateur du film À l'Ouest, Rien de nouveau, qui était sorti il y a 2 ans et qui avait fait quand même un assez gros score, notamment aux Oscars. Il avait fait un carton aux Oscars et puis il avait été quand même énormément apprécié. Je me rappelle que ça avait été un peu un rattrapage avant les Oscars. Je l'avais vu pour rattraper un peu et pour me donner un peu une idée des Oscars et en fait, si le film allait pouvoir récolter quelques prix. Et en effet, c'était un putain de film. C'était vraiment un film hyper impressionnant, de film de guerre assez intéressant. Et donc, il revient avec Conclave, cette fois-ci un film, on pourrait dire dramatique, thriller, avec notamment dans le rôle principal Ralph Fiennes. Et donc l'histoire nous raconte après la mort du pape, le cardinal Lawrence, réticent et chargé de superviser le groupe de cardinaux du monde entier, chargé cette fois-ci de sélectionner un nouveau chef pour l'Église. Mais alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Je l'ai donc vu. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je trouve le film vachement solide dans l'ensemble. C'est un film que je trouve très intéressant parce que... Alors oui, c'est un film qui va parler de l'Église, c'est un film qui va parler de, on va dire, l'Église aujourd'hui, donc notamment l'Église catholique romaine, mais on pourrait même le lier à d'autres religions, hein, mais en tout cas aux institutions religieuses catholiques d'aujourd'hui, et notamment plusieurs réflexions et tensions qu'il y a à l'interne, à savoir une posture un peu libérale versus les postures un peu plus conservatrices qu'on pourrait trouver. Et donc, d'une certaine manière, ça aborde les questions LGBT, les questions des femmes, les questions des libertés, la question de l'anti-islamophobie, la question de l'anti-autre religion que la nôtre, la question du terrorisme, à partir du biais de l'institution religieuse. Mais en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, et c'est à mon avis le grand point fort du film, c'est qu'en fait, c'est un film que j'appellerais d'une certaine manière un film de rapport de force. En fait, le film, c'est un film de vote, c'est un film de jeu de pouvoir. Le but du film est de te montrer comment, au sein d'un vote, où tu dois avoir une certaine majorité, il y a des rapports de force qui se créent, il y a des conflits, il y a des manigances qui sont orchestrées dans l'ombre pour réussir à gagner un vote et gagner un scrutin. Et là, c'est tout l'enjeu du film, en fait, c'est de progressivement, continuellement, dans la narration, avoir l'impression d'observer une partie d'échec en fait en direct. On a véritablement toujours ce truc de la structure, dans la structure d'avoir un film qui est presque plus politique, voire c'est presque un film qui parle beaucoup plus des rapports de pouvoir au sein de la politique et de la manière dont le débat et la manière dont le rapport de force se crée entre des individus. Et tout le film se construit sur ça. C'est comment un camp va être à un moment donné majoritaire et comment ce camp-là va tout simplement s'écrouler pour X ou Y raison. Pourquoi ce camp-là s'est écroulé ? Parce que tel groupe a décidé de faire un coup de pression sur l'autre groupe. Et comment en fait ces gens-là qui avaient voté au départ pour telle personne vont en fait se mettre sur une autre personne, et donc il va y avoir vraiment cette fluctuation des voix qui va s'opérer. Et ça, c'est quelque chose de hyper intéressant, et je pense que c'est vraiment le truc qui régit l'entièreté du long métrage, avec justement cette idée de constamment créer, et c'est vraiment en fait ce qui porte encore une fois le film, c'est de créer constamment cette tension, cette montée de tension constante, et cette ambiance très oppressive à l'intérieur de justement ce conclave qui est du coup renfermé à l'interne et qui ne peut pas du coup sortir en fait. Ils sont enfermés ensemble, ils n'ont pas le droit d'avoir les informations extérieures de qu'est-ce qui se passe autour d'eux, mais ils sont obligés de rester dedans, et ça crée vraiment cette idée d'encloisonnement, de fermer, de bloquer, et cette ambiance constamment oppressive. On peut juste par exemple reprendre la scène du début, alors c'est pas du tout un spoil, c'est tout simplement la mort du pape. Il y a une ambiance dans cette première scène du film, qui est du coup la scène d'introduction, qui est extrêmement bien maîtrisée, qui est vraiment incroyable, qui tout de suite pose le là. On va voir dans ce film un combat de pouvoir. On va voir des gens qui vont se battre pour gagner du pouvoir. On va voir des gens qui manigancent constamment dans l'ombre pour
faire avancer leurs pions. Et ça, en fait, c'est tout le film. Et c'est là où il y a quelque chose qui est super intéressant. Et cette chose-là, ces éléments-là, elles sont apportés par plein de choses, mais je pense notamment 2 éléments que je trouve particulièrement fous. C'est déjà le montage. Le montage est tout simplement brillant. Je pense que le montage est excellent. Je crois que c'est un des meilleurs montages que j'ai vu cette année dans la volonté d'atteindre ce que tu as envie de faire, à savoir cette montée crescendo de tension. Et encore une fois, on le voit dès le début du film avec vraiment ce truc où il y a un rythme du montage qui est très coupé par moments. Ça va être très coupé, presque mécanique dans la manière dont ça va être coupé, mais ça donne justement cette sensation de froideur, de justement cette sensation de dureté, cette sensation de manigance, ce jeu de cartes constant qui est très intéressant. Et tout ça passe en partie par le montage, mais aussi par un autre élément qui est hyper important, c'est la question de la musique et de la question des bruitages. En fait, la musique est une musique orchestrale hyper puissante qui permet vraiment d'incarner ces statures, ces personnes qu'on va voir à l'écran qui sont des personnages de pouvoir. Ce sont tous des cardinaux, donc ils ont tous un statut de pouvoir au sein de leur pays, au sein de leur région, etc. Et toutes les musiques sont là pour accompagner la gravité, l'importance, la puissance de ce qu'on voit et le moment historique qu'on est en train d'assister en tant que spectateur. Et ça, c'est assez dingue. Et pareil, on garde encore cet élément-là de tension grâce à cette musique, mais c'est aussi un élément qui vient à partir des bruitages, c'est-à-dire les bruitages sont particulièrement pertinents dans justement tous ces petits éléments secs, mécaniques qui vont encore construire quelque chose d'intéressant, mais aussi un élément que je trouve très intéressant, c'est l'existence un peu constante de chuchotement. Vraiment, on a un chuchotement très régulier dans le film qui sous-tend par exemple que, enfin pas juste exemple, mais qui sous-tend que les cardinaux sont en train de comploter entre eux contre d'autres personnes. Et ça crée justement ce climat paranoïaque dans le film qui est assez intéressant, qui vient par exemple aussi dans les regards, la manière dont les cardinaux vont regarder chacun entre l'autre. Il y a vraiment cette sensation de paranoïa constant qui se crée dans le film. Et tout ça est renforcé par un autre élément qui est pour moi aussi une des grandes réussites du film, c'est l'utilisation des couleurs et de la colorimétrie. On est sur quelque chose de très intéressant dans la colorimétrie, et donc sur le travail des couleurs, parce que dans l'ensemble, on est sur un travail de couleurs qui est très froid, qui est terne, dans des palais qui sont magnifiques, dans des lieux qui sont tout simplement très très beaux. On est notamment dans des chapelles, on est notamment dans justement le Vatican, donc on est dans des lieux qui sont tout simplement magnifiques, et qui ont tendance par contre à être très froids, à être très blancs, à être très gris, avoir ces sentiments de il y a un truc un peu bresson qui est en train de se passer, et en même temps on utilise la couleur rouge qui est notamment la couleur des cardinaux et de la tunique des cardinaux qui est hyper vive, voire beaucoup trop vive. J'ai vu qu'une petite interview, enfin un article qui parlait justement de la meuf qui en fait a traité les costumes, et elle expliquait qu'il y a eu une attention très particulière sur la couleur rouge parce qu'il fallait faire remonter cette couleur rouge vive pour montrer la couleur du sang, la couleur du combat, la couleur de enfin pas de l'oppression, mais la couleur de l'opposition, la couleur de la dureté, la couleur de la violence, tout ce truc-là qui revient, et même la couleur de la passion qui remonte. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et tout ça se lie aussi à un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est la manière dont le film va aussi avoir une critique, encore une fois, envers l'institution religieuse, et notamment essayer de montrer comment, ou en tout cas essayer souvent de créer un décalage entre la figure religieuse qu'on pourrait avoir et la réalité qui t'est montrée. Par exemple, on va voir des cardinaux qui vont tout simplement fumer des clopes sur le côté. On s'y attendrait pas à ça parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un élément qui le permettrait. Ou alors on va avoir des cardinaux qui vont tout simplement avoir un téléphone et geeker sur leur téléphone. Ça, c'est un truc que tu t'y attends pas. Ou alors un truc qui est génial, un cardinal qui a une vape. Et qui en plus est un élément important, parce qu'en plus de ça, c'est un cardinal qui est plutôt rétrograde sur beaucoup d'éléments, et qui tout d'un coup, il a une touche de modernité en lui, une puff exactement, il tire une puff quoi. Et ça, c'est des éléments qui sont pas anodins dans ce que c'est d'expliquer l'œuvre, à savoir d'avoir quand même une certaine de critique, ou même d'apporter un petit côté taquin à la question de l'institution religieuse, sans forcément être un film anti-religieux. C'est même bien le contraire, c'est un film qui en fait est profondément... qui prône profondément une libéralisation de l'institution religieuse. Non pas l'abandon même de l'institution religieuse, mais vraiment l'idée que, au sein de l'institution religieuse, il faut créer un changement libéral, et donc il y a cette idée, comme j'ai dit, de liberté de la femme, liberté LGBT, etc., etc. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, quand on voit notamment vers la finalité du film, qui me fait presque dire qu'en fait, c'est presque un film woke, en fait. Enfin, je dirais, c'est un peu drôle comment je le dis, mais il y a vraiment ce truc du wokisme religieux, quoi, de dire, bon...
On va mettre un gros coup de pied au visage à tous les religieux très fermés, très orthodoxes. On va leur mettre un bon coup de poing dans la tête en proposant quelque chose d'assez radical, libéral, on va dire. Alors c'est même pas radical. Libéral radical comme voilà, exactement, ce n'est pas exactement. Là, les mots sont subtilement choisis, mais non, il y a ce truc de. On va décider de parler de libéralisation de l'institution religieuse sans forcément en être en opposition. C'est quelque chose d'intéressant, c'est un point de vue qui mérite d'être débattu et c'est quelque chose d'assez pertinent. Ce qui fait qu'en fait, au final, Conclave, ça reste pour moi une œuvre très intéressante sur justement la manière de mettre en avant les rapports de force. C'est une manière de filmer les rapports de force et la manière dont on veut créer cette tension qui est très intéressante, qui en fait est presque une mise en scène qui pourrait être retrouvée dans d'autres choses. Ça pourrait être clairement un film, si on changeait l'institution religieuse et on en mettait un parti politique, ça serait exactement la même chose et ça serait tout autant pertinent, je pense, dans ça. Et c'est là où en fait on reconnaît qu'il y a vraiment quelque chose de cinématographiquement hyper pertinent dans la manière dont est montrée l'entièreté du film. Et d'ailleurs, je fais aussi une parenthèse, mais évidemment, Ralph Fiennes, incroyable, très très bon dedans. Pas la meilleure performance non plus de sa vie, mais je trouve qu'il est très très bon dans ce qu'il essaye d'incarner. Et c'est pas le seul, hein. Franchement, on a dans l'ensemble, on a des personnes qui sont très très fortes, hein. Je pense à Stanley Tucci, très très bon, John Lithgow aussi, Isabelle Rossellini, peut-être un peu sous-exploité mais très sympa, Sergio Castellitto qui est du coup aussi très bon et qui joue beaucoup cet italien de service mais qui marche super bien. Bref, on a des personnages qui sont très intéressants, le message est bon, la mise en scène est bonne, le montage est bon, ce que ça essaye de proposer, ce que ça essaye de faire, c'est très intéressant. Et personnellement, je sais que ça a été un peu le film de ces quelques 2-3 dernières semaines. Ça a beaucoup été un film qui a beaucoup eu de communication, qui a beaucoup été un film qui a été mis en avant, et très souvent on peut avoir un peu ce truc de est-ce que vraiment autant de com pour un film comme ça, est-ce que vraiment ça va tenir le coup, surtout que le film un peu d'église est un style de film qui a beaucoup été mis en avant ces derniers temps, et pourtant non, je trouve que ça marche très très bien et c'est vraiment pas ce qu'on pourrait croire au prime abord. Il y a vraiment une certaine intelligence dans la manière dont Édouard Berger traite le sujet et comment il met en scène le sujet et comment il le met en image. Il y a quelque chose de très intéressant, d'assez bluffant, et vraiment c'est une œuvre que je vous conseille d'aller découvrir car elle est vraiment top et c'est vraiment un très très bon moment à avoir et franchement il y a des dénouements de situations partout, il y a vraiment constamment des petits éléments de scénario qui changent. Franchement c'est très très bien écrit. Honnêtement, jetez-vous dessus, c'est un très bon film justement, un peu thriller dramatique, enfin plus thriller, très pertinent. Franchement, allez-y, c'est vraiment hyper intéressant et vraiment captivant. Allez, après Conclave, on enchaîne. Cette fois-ci, on se tourne vers quelque chose de complètement différent. On se tourne vers un film qui a été aussi passé par Cannes cette année. On va vous parler de Grand Tour. Faço ideia do que será feito da mala. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me em todo o meu percurso. Tenho andado a fugir dela como covarde. Tudo correrá bem, se Deus quiser. Grand Tour de Miguel Gomez est donc le film, comme me l'a rappelé Roman, j'avais oublié de le dire, c'est donc le film qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes en cette année 2024. Et le film nous raconte l'histoire donc en Birmanie en 1918 d'Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique qui s'enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Déterminé à se marier à Molly, part à la recherche d'Edward et suit les traces de son grand tour à travers l'Asie. Lorenzo et Roman, vous avez pu voir ce film qui a reçu du coup ce prix prestigieux dans l'une des plus grandes compétitions de cinéma. Je propose directement de donner la parole, Lorenzo, de commencer. Grand Tour, qu'est-ce que tu en as pu en penser de ce film ? Alors, j'y allais sans rien savoir de Miguel Gomez, ni même du film en général, enfin juste le Grand Prix de la mise en scène à Cannes. Et puis le titre m'a intrigué. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, assez belle surprise en soi. C'est un style, on va dire déjà. Enfin, commencer par là, c'est un style de cinéma, c'est une proposition de cinéma qui va peut-être pas plaire à tout le monde parce que c'est très atmosphérique, ça prend son temps. Il y a des effets de mise en scène, de montage qui peuvent en délaisser certains et mettre sur le bas-côté. Mais
mais moi, ça m'a parlé, ce truc où dans les même pas 10 premières minutes, on a ce gars qui nous dit clairement ma fiancée va me rejoindre. Merde, j'ai pas envie, je me casse. Et tu le suis dans cette fuite en avant. Je trouve ça assez intéressant. En plus, le film, je vais pas dire se réinvente, mais il y a une rupture qui se fait au milieu et du coup, on part sur autre chose, enfin une autre pas narration, mais un autre point de vue, tout à fait. Et non, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a tout ce propos tout ce regard plutôt que ce propos a porté sur le colon, sur la colonisation. Tout le monde parle en portugais, donc le réalisateur est portugais. Il y a tout ce truc en permanence. Ça parle soit portugais, soit anglais, soit français. Enfin, surtout portugais, un peu français, un peu anglais. Et tu as tout ce regard sur peu importe où tu vas dans le monde au début du XXe siècle. Bah, il y a une de ces trois puissances-là qui est quelque part et qui est un peu au-dessus des autres, en fait. C'est intéressant d'avoir le regard justement de l'occidental qui va dans ces régions, parce que lui, il vit la belle vie d'une certaine manière. On lui ouvre un peu toutes les portes, il peut se permettre les restos, les hôtels, même si en plus c'est même pas un dandy millionnaire et compagnie, c'est juste un fonctionnaire des plus banals. Et il y a toujours ce point de vue sur quand même, en second plan, tu peux regarder toujours ailleurs le local, l'autochtone qui est opprimé, qui est oppressé, qui est au service d'eux. Et c'est un peu comme ça que le film, on va dire, dénonce la colonisation. C'est intéressant justement de pas te le dénoncer frontalement, mais juste te le saupoudrer de scène en scène, de montrer que ce mec-là, en fait, tout aussi, et le personnage d'Edouard, le personnage principal, tout aussi appréciable qu'il puisse être, et en tout cas n'est pas un méchant, un enfoiré ou quelqu'un de détestable, a quand même ça d'acquis, c'est que c'est l'occidental dans les terres colonisées. Et puis en second propos, on a justement cette fuite des responsabilités, cette fuite de l'amour, cette fuite assez intéressante, sur lequel je m'identifiais, mais que je trouvais ça assez drôle de ce coup de tête là. Ça fait 7 ans que j'attends sa venue et là comme ça sur un quai de bateau, je me barre. Je trouvais ça intéressant de dire que le voyage, tout aussi émancipateur que c'est, en fait, c'est une forme de fuite, c'est quelque chose d'assez introspectif. C'est peu importe où on va, on est la même. Waouh, le gars meurt en live, en direct. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit ou lui tout seul qui a voulu se noyer. Ce qui vient de se passer, c'est catastrophique. Je vais m'étouffer. Voilà, c'est un plaisir. Non, mais arrête. Mais pour l'amour, il fait ça en silence, dans son coin. Pour le bien du podcast. Mais. Non, en soi, j'ai beaucoup apprécié, c'est très atmosphérique. C'est une forme de cinéma de noir et blanc, un très beau noir et blanc, un format, un 3/4. Et tout ce jeu, parce qu'il faut aussi le dire, c'est peut-être un élément des plus importants dans la mise en scène, dans son montage, dans son fonctionnement, qui est l'aller-retour entre prise de vue réelle et moderne, et entre les époques. Et voilà, qui slalom entre les époques. Même, vraiment le début du film, là c'est plus de la discussion d'autre chose, mais vraiment le début du film, je me suis dit, ok, le gars, il a trouvé une manière un peu subtile de se faire payer un grand tour de l'Asie et de faire plein de pays de l'Asie du Sud-Est et de la Chine et du Japon. Donc GG Miguel pour ce tour de force d'avoir convaincu la production. Exactement, d'avoir convaincu une boîte de prod de te payer ton voyage à travers l'Asie, puis de faire passer ça pour un film, et en plus de gagner une récompense à Cannes. Donc vraiment, le mec a pas douillé, mais en tout cas a bien orchestré tout ça et aux frais de la production. Et en fait, une fois que tu as compris ce dispositif, que tu vas slalomer entre des prises de vue réelles d'un voyage très récent, il y a encore des gens masqués, donc tu comprends que tu es en 2020, 2021, 2022, dans cette période-là, et avec des prises de vue studio qui, elles, du coup, se passent en 1919. Une fois que tu es rentré dans le dispositif, je trouve ça très intéressant, cet aller-retour entre le voyage de l'époque ou le voyage moderne. En fait, pareil, même si les moyens de transport changent, même si le monde a changé, le voyage en lui-même, c'est toujours la même expérience, c'est toujours la même profondeur. Si tu fais pas du surtourisme, on va dire, si t'es pas là-dedans, tu peux te permettre d'avoir ce rapport un peu, on va dire un peu occidental bobo, oui, d'une certaine manière, mais ce truc-là, introspection, tu sens que lui, en tant que réalisateur, il est dans cette démarche-là et qu'il essaye de la calquer sur ses personnages.
Mais Roman, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est moi. Je me permets quand même de m'excuser envers Lorenzo. J'essaierai la prochaine fois de mourir plus en silence. Ouais, ça serait sympa. Non, mais j'ai vraiment avalé de l'eau et j'ai failli décéder. C'était. C'est pas facile en même temps. Mais comme tous les plus grands, comme Molière, je meurs justement sur scène. C'est bon. Après, il faut aussi souligner que tu t'es remis tout seul. T'as pu mourir tout seul, mais tu t'es remis seul. Oui, continue comme ça. Je suis comme tous les super-héros. Bref, Roman, excuse-moi, je te laisse. Bah, du coup, ce grand tour, on l'a vu avec Lorenzo juste après Leurs enfants après. On a enchaîné les deux. Donc, moi, pendant la première partie de Grand Tour, je pensais encore à Leurs enfants après, donc j'étais pas à fond dedans. Et en plus, c'est un film où il faut quand même un peu s'accrocher pour rentrer dans le truc. Donc, c'est vrai que je pense que, petit disclaimer, il faudrait quand même que je le revoie pour pouvoir vraiment apprécier un peu. Je me permets, moi, je l'ai vu comme justement une parenthèse après Nos enfants, une sorte de repose, de salle de repos après. Mais il faut pas enchaîner les films comme ça, quoi. Mais non, ce que je peux dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, notamment sur le voyage et le sentiment qu'on peut avoir et tout. Je trouve le gros point fort, déjà, c'est le visuel, c'est le noir et blanc qui a vraiment cette qualité d'un noir et blanc des années 30, un peu brumeux, limite un peu film français. Ça me fait penser un peu au Quai des Brumes, ou un peu ce noir et blanc vraiment très graineux, et qui fonctionne hyper bien du coup. Et notamment quand il filme des villes, et surtout des villes modernes, enfin quand c'est la partie les prises de vue dans le monde actuel, mais avec ce noir et blanc là, il y a un aspect fantomatique que je trouve vraiment très Man Ray aussi un peu. Ouais, voilà. Mais justement, il y a ce côté surréaliste quand même qui est très présent dans le film. Et en fait, l'autre point fort aussi, j'ai trouvé, c'était comme tu l'as dit, le pitch de départ est en fait un peu comique, même un peu absurde, quoi. C'est limite du vaudeville. C'est ma femme arrive, je veux pas la voir, je m'en vais. C'est vraiment, il y a vraiment cet aspect de limite théâtre de boulevard, quoi, dans le truc de départ. Et en fait, ça t'emmène dans un. Et du coup, je me suis dit, en fait, que ça va être un peu convenu. Ça va être, lui, il va de ville en ville et elle le poursuit et on verra comment ça se finit. Mais en fait, ce pitch-là, c'est juste un prétexte pour explorer des sentiments intérieurs, explorer des villes et faire ce voyage un peu profond, quoi. Et c'est pas juste. En fait, ça aurait limite pu être une comédie. S'il avait appliqué à la lettre son postulat, ça aurait pu être une comédie, mais il fait pas ça du tout. Et ce que j'ai trouvé aussi particulièrement cool, c'est le moment en fait presque au milieu du film où ça change de point de vue. Où tout le début, on est focus sur Edward, en fait, son voyage, sa fuite et ses rencontres et tout. Et peut-être à peu près à la moitié des films, c'est sa femme, en fait, enfin sa fiancée, Molly, qui prend le relais de la narration en quelque sorte, et on la suit, elle, un peu faire à peu près les mêmes étapes, mais pas tout à fait, rencontrer des gens différents et tout. Et c'est d'ailleurs là que j'ai raccroché au film. c'est la deuxième moitié, j'ai bien kiffé. Et ouais, en fait, je trouve qu'il y a plein de trucs justement qui sont intéressants et ça participe à la mise en scène. Et du coup, je trouve que le prix de la mise en scène est mérité parce qu'il y a autant purement techniquement que dans la façon de raconter, on sent l'originalité, quoi, le truc où il a su prendre une histoire qui était pas forcément incroyable ou même assez insignifiante et la transformer en une sorte de voyage, un truc un peu même presque sensoriel, quoi. Oui, c'est plus une expérience. C'est vraiment ça. Qu'un vrai film. Il y a des moments, tu t'avais dit que ça te faisait penser un peu au livre d'images par moment, à ce côté des accumulations un peu d'informations et en fait c'est d'images aléatoires. C'est ça, ouais. C'est presque, il y a presque des moments où c'est un peu spirituel, quoi. Méditatif. C'est un peu ça. On n'arrête pas de trouver des adjectifs, donc hyper fort. On connaît tous les mots. On connaît tous les mots. Mais voilà, moi j'ai quand même bien apprécié et en fait même limite je dirais que même si tu rentres pas forcément dedans, juste le fait d'apprécier les images, c'est déjà. Ouais, enfin, c'est déjà. C'est ce que propose le film. C'est ça, manière. Ouais, et c'est presque. Ouais, il y a un côté des fois presque installation vidéo contemporaine, quoi. Tellement on est dans un truc. De rêverie, de voilà. Donc non, pour le coup, même si c'est chiant comme mot, mais une expérience de cinéma, quoi. Enfin, un truc dont on se souvient. C'est vraiment, pour le coup, j'en suis ressenti en me disant, quand on utilise le mot proposition au cinéma, enfin pour parler d'une œuvre. Pourquoi oui, là vraiment j'ai compris. Il a proposé une expérience et voilà, après tu la vis comme tu veux, mais le truc est là sur l'écran et puis tu prends un peu ce qu'il y a à prendre, les images, les sensations, les courants,
C'était assez agréable. Allez, on arrive tranquillement au dernier film de notre sélection du jour. Et pour ce 6e film de ce 49e épisode, on s'est dit qu'il était peut-être grand temps de rattraper un petit film qui était sorti en ce début du mois de décembre. Un film d'animation qui est très très loin d'être passé inaperçu aux yeux du grand public et notamment de la critique. On va vous parler de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc un film d'animation réalisé par Gin Sibalodis, qui est du coup un réalisateur letton. Et comme je vous disais, c'est un film qui n'est pas passé inaperçu, car déjà d'une part, il était passé au Festival de Cannes à un certain regard, mais surtout, il a fait une immense razzia au Festival d'animation, enfin au Festival international du film d'animation d'Annecy, avec notamment déjà d'une part le prix du public, le prix du jury et le prix de la Fondation Cannes à la diffusion. Donc très souvent, quand on arrive à gagner à la fois le prix du public et à la fois le prix du jury, c'est que t'as tendance à quand même un peu peser dans le game, surtout pour un film d'animation avec une telle proposition, car on est devant un film d'animation racontant l'histoire d'un petit chat qui doit tout simplement survivre lorsque les eaux ont envahi toute la vie humaine et le monde entier est recouvert sous l'eau. Et bien du coup, ce petit chat tout noir va devoir survivre pendant un petit peu de temps, seul ou avec des amis. J'ai pu du coup le voir et en fait le but c'était quand même de le rattraper en un petit instant, de quand même pouvoir vous parler de ce morceau important de cette année 2024, en tout cas de cette fin d'année 2024, parce que je pense vraiment que c'est l'un des films d'animation les plus marquants de cette année, parce qu'on est vraiment dans un pur moment, un pur instant de poésie et dans une narration d'une très très grande douceur et d'une très très grande tendresse. C'est vraiment un film qui t'emporte dans justement quelque chose d'assez sensoriel, je dirais. Je rappelle que c'est un film en fait qui est muet, où en fait on n'a pas d'humain, mais c'est un film qui est du coup muet et qui ne parle pas. On n'a pas de dialogue et très souvent on peut aller un peu à reculons quand on voit ce genre de choses. Et ben là, c'est pas du tout le cas. En fait, on est sur un film que j'appellerais presque biologique naturel, donc où les éléments et la nature sont vraiment au centre du récit. Et c'est un film qui met en avant le grand déluge et justement ce truc de l'eau a tout simplement recouvert l'ultra-majorité de ce qui était vivable. Et donc, il y a cette survie de ce petit chat qui doit survivre, donc de Flo. Et en fait, ce que je trouve vraiment fantastique avec ce film, c'est que c'est une vraie plongée dans un univers qui est à la fois magnifique, voire féerique, mais qui est teinté de petits éléments fantastiques, créant un univers qui est pour moi d'une très très grande richesse visuelle. En fait, on est à la fois dans quelque chose d'assez terre-à-terre, c'est-à-dire on est dans des forêts, on est dans des trucs que nous, en tant qu'individus, nous connaissons, et en même temps, on va avoir des sculptures, on va avoir des bâtiments qui ont l'air presque magiques. On va avoir des créatures qui en fait n'existent pas ou qui sont du ressort de la fantaisie et clairement de la question un peu magique. Et ce petit mélange avec ces toutes petites touches très légères de fantastique crée un univers qui est hyper envoûtant et qui en fait rend le tout assez inconnu pour nous-mêmes en fait, par la mise en place de certaines statues un peu particulières, des grands trucs, etc. On a l'impression de ne pas connaître ce monde, même si en fait concrètement ça l'est quasiment le nôtre. En fait, on comprend bien qu'on est dans un monde dans le passé, et en fait on comprend bien et on voit bien que il y a des choses qu'on connaît, qu'on reconnaît et qu'on sait connaître, et en fait il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas, d'où le fait qu'on plonge dans un monde qui est clairement fictionné et qui est tout simplement un régal pour les yeux, tant l'animation est fantastique et c'est un véritable régal à regarder. On est sur une animation qui est très particulière, qui est assez originale, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et tout ça créant quelque chose encore une fois d'une beauté dingue et d'une très très grande poésie. Maintenant, pour ce qui est, et je reviens sur la question du muet, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir des films muets qui vont nous embêter parce qu'on va se dire ok d'accord, on va voir des belles images, mais en soi moi j'ai quand même envie qu'il y ait quelque chose du dialogue, j'ai envie que le film communique. Et en fait même si le film est muet, en fait ça se ressent pas du tout, parce qu'en fait c'est un film qui communique constamment avec le spectateur à partir de l'ensemble de son médium filmique, c'est-à-dire par rapport à la couleur, par rapport à notamment la musique qui est juste magistrale, vraiment la musique orchestrale c'est magnifique.
il y a un film qui communique à partir du médium filmique, voire même les personnages, donc avec des petits animaux. En fait, ces animaux-là, certes, n'utilisent pas des mots, mais la communication passe tout le temps parce qu'en fait, on a l'impression que ces animaux sont d'une certaine manière, voire plus que d'une certaine manière, en fait, ils sont clairement humanisés et ça rend le tout très intéressant de les suivre parce que du coup, ces animaux-là deviennent des acteurs ou même des êtres humains à proprement parler, des humanoïdes. Qui du coup constamment communiquent entre eux et donc en fait même s'il n'y a pas de mots à proprement parler, on comprend les dialogues, on comprend les interactions de ces individus et c'est là où c'est super intéressant, c'est réussir à nous faire passer la communication entre des personnages, entre des êtres vivants sans qu'on comprenne leur langue et ça c'est quelque chose de très intéressant à partir de l'animation, donc à partir des mouvements de ces créatures, à partir du faciès de ces créatures, enfin de ces animaux et même à partir de postures, à partir de tous ces éléments là on arrive à créer quelque chose, on arrive à transmettre quelque chose qui est hyper envoûtant en fait et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie quand même de rattraper un minimum sans faire trop long. Je pense que c'est vraiment un des bons gros films d'animation de l'année. C'est vraiment un truc qui est hyper envoûtant, c'est un vrai instant de poésie, c'est un vrai moment de douceur et de calme, de sérénité, de détente qui fait tellement du bien et honnêtement voilà, c'est vraiment une vraie petit moment de pur plaisir, de pure poésie et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous me mettez 1h30 d'un petit chat qui se balade dans un monde tout magique, évidemment que je vais adhérer, évidemment que je vais adorer même ce film. Bref, vraiment c'est un bon petit film à regarder, c'est vraiment un bon film d'animation qui est très marquant, qui est très particulier et qui pour moi a quand même sa place dans une certaine originalité et avec une vraie identité de film d'animation que je vous invite vraiment chaleureusement à découvrir en cette fin d'année 2024. Une œuvre d'animation, vraiment, si vous aimez les films d'animation, ça fait partie des films qu'il ne fallait pas louper en cette année 2024. On arrive donc à la fin de nos films d'actualité, les derniers films d'actualité de ces émissions 2024. Ça nous touche au plus profond de notre petit cœur. Nous sommes touchés. La tristesse est palpable, nous pourrons dire dans le studio. Et c'est pour ça qu'il faut donc nous réconforter en mettant 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast que vous nous écoutez. Et évidemment, nous suivre sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous tease un petit peu, mais on vous prépare une petite surprise pour cette année. En tout cas, cette fin d'année, on vous prépare un joli petit cadeau de Noël. Restez attentifs à ce qui se passe sur les réseaux. Ça arrive très bientôt. Et on arrive du coup à notre carte blanche de fin d'émission, mais pas une carte blanche classique. On va faire des petites cartes blanches annuelles. On va vous faire une petite carte blanche spéciale fin d'année et surtout spéciale Noël. C'est donc les périodes des fêtes, les flocons tombent, les cadeaux sont sous le sapin et vous êtes prêts à vous goinfrer de nourriture variée. Vous êtes prêts à mourir d'alcool et de bouffe. C'est comme vous entendez cette petite musique derrière moi, c'est donc les musiques des fêtes. Et donc on est là pour faire du coup un petit tour de carte blanche. On va vous présenter chacun des membres de l'émission. Donc en 2 ou 3 minutes, on va vous faire une petite reco pour vous accompagner pendant ces périodes de fêtes en famille avec vos amis ou tranquillement sur votre canapé. Eh bien, on est parti et je propose directement de donner d'abord la parole à Romane. Romane, quelle est donc ta carte blanche du jour pour accompagner cette fin d'année 2024 ? Cette fête de Noël, moi ça va être très très classique et classique dans les sens très connu et très classique au sens temporel. C'est La vie est belle de Frank Capra. Donc pour moi et pour beaucoup de gens en fait, un film de Noël, un des plus grands films de Noël, déjà en tant que film, un excellent film et particulièrement film de Noël. Il s'y prête évidemment très bien. C'est tout l'esprit du miracle de Noël à l'américaine. Donc on a ce gars incarné par James Stewart, l'immense James Stewart, donc c'est un vieux film, hein, quand même, 1946, pardon.
qui en fait qui voit sa vie et qui a un peu ce truc où il sent que sa vie ne sert plus à grand chose, où il est un peu dans la déprime et en fait il y a peut-être les 2 tiers du film c'est ça, et il y a ce dernier tiers qui est sublime, où en fait il y a un événement qui arrive et il se rend compte de la valeur qu'a sa vie et de à quel point ce serait différent s'il n'était pas là, et c'est vraiment sublime quoi. Alors c'est très à l'ancienne en fait, c'est en noir et blanc évidemment, c'est un film qui a cette touche classique dans l'esthétique et tout, mais je trouve qu'il tient tout à fait bien, parce que Frank Capra c'est un réalisateur qui est très bon justement pour raconter des histoires et pour faire ressentir des émotions fois 1000 quoi. Et là vraiment autant dans les personnages que dans l'image aussi et dans l'histoire que ça raconte, la morale et tout, franchement il n'y a pas grand chose à redire, donc si vous l'avez jamais vu, ce que je doute, mais bon, vous pouvez le revoir aussi, c'est une bonne chose de le revoir. La vie est belle de Frank Capra, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune peut-être? Vous n'avez qu'à la demander, je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine. Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai? Vous l'avalerez tout entière, et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillant. C'était donc la carte blanche de Roman, et je vais me permettre d'enchaîner en restant aussi toujours sur des classiques de ces périodes-là. Moi, je vais vous parler de Gremlins. Et oui, Gremlins qui en fait tout simplement partie de mes films préférés de Noël, voire mon film préféré de Noël. Pour moi, c'est tout simplement un classique absolu. Peut-être vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir déjà vu, mais je me permets quand même de m'adresser aux personnes qui ne l'ont pas vu, ou peut-être aux personnes qui ne l'ont vu qu'une fois, mais qui mériteraient quand même de le revoir, parce que tout simplement, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu du cinéma. Même si on est sur donc c'est un film réalisé par Joe Dante, qui Joe Dante en plus de ça est un immense réalisateur, un cinéphile même, je dirais, avant tout, qui est un gars qui va transmettre dans son cinéma l'amour du cinéma et de la cinéphilie constamment. C'est un gars qui est passionnant. Moi, je vous invite vraiment à regarder sa filmographie, et il en est arrivé à créer Gremlins, qui est tout simplement un ovni, je pense, d'une certaine manière cinématographique, parce que c'est à la fois un film qui parle aux enfants, tant le tout est assez mignon, est assez touchant, et construit vraiment comme un film des années 80, dans cette période un peu, notamment des Goonies ou tous ces trucs-là, avec cette petite touche fantastique. Et en même temps, c'est un film qui parle complètement aux adultes, tant le film en fait est assez hardcore pour l'époque en fait, et même en fait assez hardcore pour les gamins. Je pense que c'est vraiment pas un film que tu montres à ta petite fille de 8 ans ou à ton petit cousin de 8 ans. Non, tu te permets quand même d'attendre un petit peu, mais c'est peut-être 12 ans, etc. Parce qu'il y a quand même des moments un peu plus durs, un peu plus violents, mais c'est un film qui est génial. Franchement, pour accompagner les fêtes, c'est un truc que tu peux regarder en famille, à plusieurs. Ça arrive à mélanger à la fois le côté comédie fantastique et un petit peu inquiétant, donc c'est un peu les premiers film d'horreur pour les jeunes. C'est quelque chose qui est super, et il y a un espèce d'alignement de ces planètes avec un scénario qui est magnifique, avec une musique qui est trop bien, avec tout un récit qui est super sympathique, avec des animatroniques comme on n'en fait plus et comment c'est tellement stylé. Et on a évidemment le grand monsieur Steven Spielberg qui vient mettre son petit grain de sel en apportant quelques trucs en tant que producteur et en tant que coproducteur. Franchement, c'est un film génial pour accompagner Noël. C'est vraiment un régal. Moi, chaque année, je me le mate, et notamment aussi Gremlins 2, j'en parle un peu moins, mais je pense que Gremlins 2 est aussi le parfait film pour accompagner le premier Gremlins, qui est donc le parfait film pour accompagner vos périodes de Noël. Vraiment, c'est génial, quoi. Si vous le connaissez pas, c'est drôle, c'est touchant, c'est marrant, c'est accessible à tout le monde. Vraiment, c'est un vrai putain de moment de cinéma de Noël. C'est pour moi l'un des meilleurs, voire pour moi le meilleur. C'est vraiment la quintessence du Noël des années 80. C'est un régal absolu, même en toute période. Franchement, manger du Gremlins à toutes les sauces, c'est vraiment extraordinaire. Qu'il est mignon. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Quoi? Un mogwai. Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Et on arrive du coup à la dernière carte blanche du jour, et cette fois-ci c'est la carte blanche de notre cher ami Lorenzo. Lorenzo, je te laisse conclure. Quelle est ta carte blanche à reconseiller à nos chers auditeurs et auditrices? Alors on avait un classique des années 50 avec Roman, un classique des années 80 avec toi Lucas, et moi ça sera mon classique des années 2000. On avance chronologiquement comme ça. Le Pôle Express, tout simplement. En fait, j'y reviens toujours à chaque fois quand on me demande film de Noël. J'ai beau chercher.
c'est mon film de Noël, voilà, de Robert Zemeckis. On est au début des années 2000, au début de la motion capture, ce qui rend le film parfois pas très beau, il faut le dire. Mais malgré tout, que c'est bien en fait, que c'est féerique, t'as envie de rêver en fait quand tu vois, t'as envie de croire au Père Noël tout simplement. T'as envie de te dire qu'il y a vraiment un bonhomme barbu dans le pôle Nord qui distribue des cadeaux, et tu te dis pourquoi pas, juste tout aussi rationnel qu'on est, tout aussi humain et compagnie, en fait, t'as juste envie de te dire ok, un soir dans l'année, j'ai envie de croire que on peut rêver de tous ces trucs loufoques, absurdes et débiles, et qu'il y a un train qui, de nulle part, va sortir en bas de chez moi et m'emmener là-bas. C'est mignon, c'est chou, c'est sympa. J'ai envie de boire du chocolat chaud dans ce train, parce qu'il y a une scène de chocolat chaud pour ceux qui l'auront vu. Et j'ai envie d'avoir Tom Hanks comme contrôleur de tickets, parce que quand t'as pas ton billet, il est quand même gentil avec toi. C'est des leçons, c'est des petites leçons d'amitié, de vivre ensemble, de féerie et de... Ouais, et ce truc de garder quand même ce regard d'enfant, et tu peux grandir et quand même garder ce truc-là de dire même si ça n'existe pas, franchement, pourquoi on n'y croirait pas en famille, tous ensemble. Et du coup, c'est parfait pour les fêtes de Noël. En famille, tous ensemble, juste après le repas de Noël, regarder ce sorte de féerie un peu loufoque, absurde, d'aventure de Noël. En tout cas, c'est mon petit classique à moi. Je vous le conseille chaudement. Oh, le voilà, le chocolat, le bon chocolat. Chocolat chaud, oh, il est là. Le chocolat, le bon chocolat. Nous n'avons qu'un seul désir, ne pas le laisser refroidir. Bien garder le poteau chaud. Le voilà. C'est donc sur ces belles paroles que nous arrivons du coup à la fin de cette émission, et du coup la dernière émission de l'année. Malheureusement, on va pas pouvoir enregistrer avant pour des questions de programme, pour des questions d'accessibilité au studio dans lesquels on enregistre. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire un dernier petit épisode avant cette fin d'année. On se retrouvera donc en janvier pour du coup le top 10 de l'année, le top 10 que vous attendez comme chaque année, que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre. Mais avant tout, je pense qu'il est grand temps de saluer notre cher et tendre public. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et évidemment, Roman et Lorenzo, je vous laisse conclure. Donnez évidemment vos bons vœux et vos salutations à ce beau public. Moi, je souhaite des très joyeuses fêtes de fin d'année. N'allez pas sur les marchés de Noël, c'est nul. Et buvez du vin chaud, par contre. Ouais, mais pas sur les marchés de Noël. Tu sais que tu viens vraiment de détruire beaucoup de taf de plein de personnes qui se battent sur les marchés. Il appelle le boycott. Je boycotte les marchés de Noël. Tu boycottes les marchés de Noël. Stop. Il y en a trop. Avant, il n'y en avait pas tant que ça, et maintenant c'est partout. Chaque commune a son marché de Noël. Avant, c'était mieux, quoi. Il y en avait pas beaucoup partout mieux de avant. Ces marchés de Noël. Ouais, ces marchés de Noël. Ouais. On sait d'où ça vient, ces marchés de Noël. Voilà, fête Noël en famille, puis une famille, c'est... Non, je vais pas aller plus loin. Attention. Faut conclure. Oui, merci de nous écouter. Première année complète à ce micro, et pourquoi pas une deuxième, une troisième, et le vent souffle avec vous qui nous écoute, c'est sympa. À l'année prochaine, bonne fête. Et c'est vrai que on arrive à une fin d'année, une fin de saison du coup qui a été hyper mouvementée. C'est vrai que vous êtes arrivé dans l'équipe, vous avez et puis on peut dire aussi on a beaucoup augmenté dans cette émission, et je pense que ça fait plaisir, une année où il s'est passé énormément de choses. Et d'ailleurs le prochain épisode c'est le 50e. Ça, il faut le dire aussi. C'est vrai que le prochain épisode sera le 50e épisode. C'est beau, on n'en dit pas plus. C'est beau. En tout cas, un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et surtout un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en cette année 2024 qui a été une année riche de cinéma, une année où il y a eu des hauts, où il y a eu des bas, où on a eu des grands chefs-d'œuvre, où on a eu des choses un peu moins bien. On a pu faire des grandes rencontres avec notamment Flaubert, on a pu faire des grandes rencontres dans la rue où vous nous êtes venus nous voir, ou dans des festivals. Au GIF, évidemment. Gérard May, pour toi. Gérard May, plein de choses. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. C'est que le début. Et c'est que le début. On ne s'arrêtera jamais, est-ce qu'on pourrait le dire ? Tant qu'il y a du cinéma, on y sera. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Allez, sur cette belle parole, on termine. En tout cas, encore une fois, un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Éclatez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, allez dans les salles obscures pour voir du cinéma. Et encore une fois, on peut le dire tous ensemble, vive le cinéma. Vive le cinéma. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.